Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur d'une scène absolument fondamentale, un véritable point de rupture dans l'Antigone de Jean Anouilh. C'est précisément là, dans ce face-à-face ultra tendu entre deux sœurs, que tout bascule. C'est le moment où les mots, même les plus forts, ne peuvent plus rien contre ce qui est déjà en marche. Allons-y. Dès le début de la scène, l'atmosphère est électrique, on sent la tension. D'un côté, il y a Ismène, qui parle, qui a peur, qui supplie, et de l'autre, Antigone, complètement silencieuse, énigmatique, on dirait presque qu'elle n'est plus là. La question qu'on voit ici, c'est vraiment la clé qui va nous permettre de comprendre toute la dramaturgie de cette confrontation. Qu'est-ce qui s'est déjà passé entre elles? Quel est ce non-dit qui passe si lourd? Alors, commençons par le personnage d'Ismène. Elle arrive sur scène, littéralement poussée par une angoisse qui l'a empêchée de trouver le sommeil. À ce moment précis, elle est la voix de la raison, du pragmatisme, mais elle est aussi et surtout l'incarnation de la peur, une peur viscérale face au pouvoir et à la mort. Ce qui frappe immédiatement, c'est le contraste visuel sur scène. Anouilh met en opposition totale l'agitation d'Ismène, qui est dans l'action, dans l'urgence, et l'immobilité d'Antigone, qui est presque une statue. La didascalie sans bouger est extrêmement parlante. Son corps lui-même nous dit qu'elle n'appartient déjà plus tout à fait au même monde que sa sœur. Et voilà, la source de son angoisse est posée sans le moindre détour. Ismène connaît sa sœur par cœur. Elle sait qu'Antigone est capable de tout. Capable de défier l'interdit, de braver l'édit de leur oncle, leur roi Créon. Cet édit qui ordonne de laisser le corps de leur frère, Polynice, le rebelle, sans sépulture, pour qu'il pourrisse au soleil comme un exemple pour tous. Face à ce mur de silence, que fait Ismène? Eh bien, elle ne se démonte pas. Elle déploie une véritable stratégie, une argumentation en règle. Son but est à la fois simple et déchirant. Ramener sa sœur à la vie, au monde des vivants, en lui faisant miroiter tout ce qu'elle est sur le point de jeter par la fenêtre. C'est un appel au secours, un appel au bonheur. C'est une phrase bouleversante. Ismène ne parle pas de concepts abstraits, de loi ou de devoir, non. Elle parle d'amour, de besoin, du lien de sang qui les unit. C'est l'argument du cœur, l'argument de la vie qui essaye désespérément de lutter contre ce qui, chez Antigone, ressemble déjà à une sorte d'attirance pour la mort et l'absolu. Regardez bien les arguments qu'elle choisit. Ce ne sont pas de grandes idées philosophiques, non. Ismène énumère des bonheurs très concrets, très simples, presque enfantins. L'amour de son fiancé Aimon, la tendresse de sa nourrice, la fidélité de sa chienne douce. C'est tout un univers de petites choses, de sensations, d'affections du quotidien qu'elle met dans la balance face au devoir glacial et mortifère qu'Antigone s'est imposé. Alors là, attention, c'est un point vraiment crucial pour ne pas se tromper sur Ismène. Il ne faut surtout pas la voir comme une simple lâche. Anouilh nous montre bien sa logique à elle. Pour Ismène, oublier n'est pas une trahison morale, c'est une condition indispensable pour survivre. Elle choisit la vie, tout simplement, même si ce choix implique de faire un compromis terrible avec sa mémoire et son devoir. Et pendant qu'Ismène se débat, qu'elle met toutes ses émotions sur la table, la réaction d'Antigone, elle, est plus que troublante. C'est à ce moment précis que le fossé qui les sépare va devenir un abîme impossible à franchir. Ce sourire, il est terrifiant. Ce n'est pas un sourire de joie ni même de moquerie, c'est le sourire de quelqu'un qui sait quelque chose que les autres ignorent, de quelqu'un qui a déjà pris sa décision et qui regarde le monde des vivants avec une distance infinie. C'est une figure de style en soi, une sorte d'antiphrase tragique, un signe extérieur de bonheur qui exprime en fait le détachement le plus total de la vie. Ce tableau y résume parfaitement l'abîme qui sépare les deux sœurs. Regardez cette opposition systématique, terme à terme. L'urgence face au calme, la peur panique face à l'immobilité, le flot de paroles face au silence. À ce stade, la communication n'est plus seulement difficile, elle est devenue carrément impossible. C'est un dialogue de sourds. Toute l'argumentation d'Ismène, toute sa supplication reposait sur une seule et même idée, qu'il était encore temps, qu'on pouvait encore empêcher l'irréparable. Et c'est ce tout dernier espoir qu'Antigone va anéantir avec une froideur terrible. On arrive ici au cœur même du mécanisme tragique, ce que les Grecs anciens appelaient le kairos, l'instant décisif, le moment où l'action a déjà eu lieu, où le destin est scellé. Toutes les paroles d'Ismène, si pleines de vie et d'espoir, résonnent maintenant dans le vide. Et la réplique tombe, comme une lame de guillotine. Elle est simple, factuelle, presque douce dans sa façon de le dire. Antigone ne discute pas, elle ne se justifie même pas. Elle énonce un fait accompli. L'acte a été commis, le point de non-retour est franchi. La machine tragique est lancée. La force de cette réplique, j'en venais, elle vient aussi de son incroyable simplicité. Et ça nous amène tout droit à un autre aspect du génie d'Anouilh, sa langue. Pour que ce drame nous frappe de plein fouet, il utilise un langage qui nous est proche, un langage qui brise la distance du mythe antique. Écoutez bien ces mots. Ma petite sœur, nounou, ta chienne douce,
On n'est pas du tout dans le langage soutenu et empoulé de la tragédie grecque classique. C'est le vocabulaire de l'intime, du quotidien. En faisant ce choix, Anouilh rend ses personnages incroyablement humains, et leur dilemme, du coup, devient universel. La tragédie n'est plus une histoire lointaine, elle entre dans notre salon. Ce procédé qu'utilise Anouilh, ça porte un nom, c'est l'anachronisme. Il s'en sert de manière totalement délibérée. En mélangeant un cadre antique avec une langue moderne, il nous montre que ces questions de devoir, de loi, de conscience, eh bien, elles traversent les âges. Et il ne faut surtout pas oublier que la pièce a été jouée pour la première fois en 1944 à Paris, sous l'occupation allemande. Ce dilemme d'Antigone, obéir à une loi qu'on juge injuste ou suivre sa conscience au péril de sa vie, ça résonnait avec une force absolument terrible pour le public de l'époque. Alors, au bout du compte, qu'est-ce que cette scène nous révèle sur la nature de l'héroïsme selon Anouilh? Eh bien, avant toute chose, elle nous montre que c'est un héroïsme qui est marqué par une solitude absolue. Antigone est seule, et elle le sait depuis le début. En quelques répliques, cette confrontation cristallise tous les grands thèmes de la pièce. D'un côté, Ismène, qui incarne le désir de bonheur et la soumission à la loi des hommes pour pouvoir survivre. De l'autre, Antigone, qui incarne un devoir absolu, une loi non écrite qu'il adresse seule contre tous et même contre ceux qui l'aiment le plus au monde. Et c'est sans doute là que réside tout le génie d'Anouilh, et c'est peut-être le point le plus important à retenir. Il ne juge pas Ismène, il lui donne des arguments solides, touchants, crédibles. La pièce n'est pas un pamphlet qui nous dit « résister à tout prix ». Non, c'est un débat. La tragédie naît justement de cet affrontement entre deux logiques, deux vérités qui sont toutes les deux défendables, mais qui sont devenues totalement irréconciliables. Et la pièce nous laisse avec cette question, une question vertigineuse. Antigone a suivi sa conscience, son devoir jusqu'au bout. Mais le prix à payer, c'est le chagrin insupportable de ceux qui l'aiment. Alors, plusieurs questions se posent. Est-ce que ça se justifie? Est-ce que l'héroïsme est forcément un acte solitaire et quelque part égoïste? Et puis la question finale, à sa place, aurions-nous choisi comme Ismène ou comme Antigone? Anouilh est brillant. Il ne donne pas de réponse. Il nous confie ses questions.